Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Hydro-Québec reçoit 1,9 million pour des projets particuliers. La capacité de fabrication de batteries pour la Chine est à son paroxysme et le budget des libéraux prévoit des milliards de dollars pour la transition vers le zéro émission. Le Canada conclut des ententes avec Honda et Flo lance des nouvelles bornes pour la recharge domestique. Chronique Roulet Vert, on parle de Apple CarPlay et d'Android Auto. Aux réflexions branchées, on parle des courbes de recharge. Et en grande entrevue, on parle avec 3 propriétaires de la Kia EV9. C'est un très bon véhicule familial. Vraiment, c'est ça, un salon sur roue. Là. Le seul bémol, c'est l'espace. Moi, j'avais une minivan avant. C'est sûr que là, on est plus serré, il y a moins de coffres. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 172 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Eh bien, on est tout juste à la sortie du Salon du véhicule électrique de Montréal qui avait lieu le week-end passé au Stade olympique. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour. Oh, wow! Il y avait du monde, il y avait des véhicules, il y avait de l'intérêt. Bien entendu, 2 éléments très qui ont vraiment poussé là, au fait qu'il y ait beaucoup de gens. Premièrement, la hausse du prix de l'essence qui a eu lieu juste dans la semaine avant, là, où le gaz a fait un bond. L'essence a monté à presque 2 $ le litre, là, 1,90 $, ou à peu près dans la région de Montréal en tout cas. Et évidemment, l'annonce il y a quelques semaines du retrait progressif des subventions qui fait en sorte que certaines personnes ont devancé leur projet de changer leur voiture à essence pour une voiture électrique et s'assurer de l'avoir avant la fin de l'année 2024 pour avoir la pleine subvention provinciale de 7 000 $. Donc, ces éléments-là mis ensemble et le mouvement général qui est là depuis plusieurs années de toute façon au Québec fait en sorte que, encore une fois cette année, ce fut un gros succès. Silence on roule, on était là. On a fait des entrevues captées devant public qui vont être diffusées, certaines dans les émissions régulières, d'autres dans des épisodes hors-série. Abonnez-vous si vous voulez les hors-séries. Abonnement.silenceonroule.com, c'est important. Mais vous allez voir beaucoup de beau matériel qui a été produit là-bas. J'ai pu serrer la main à des dizaines et des dizaines d'auditeurs, toujours surpris de voir l'impact et l'écoute du podcast Silence on roule auprès de la population, que ce soit des gens qui ont déjà ou non des véhicules électriques. Donc, ça m'a fait plaisir de vous saluer. Il y avait plusieurs membres aussi de notre équipe qui étaient là, plusieurs chroniqueurs qui ont fait à tour de rôle, soit des entrevues avec moi et tout ça, qui se sont promenés un peu dans le salon. C'était bien plaisant. On en a profité pour faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait, d'ailleurs, des Vox Pop. Donc, on s'est promené avec un micro dans le salon et on a posé des questions aux gens qui étaient là sur différentes questions. Dans les prochaines semaines, dans les prochaines émissions, vous allez commencer à entendre les résultats de ces Vox Pop-là. Donc, la population qui s'exprime spontanément sur certains sujets qu'on a poussés, qu'on a mis de l'avant. Vous allez voir, c'est très intéressant de voir le positionnement des gens sur ces sujets-là. Aujourd'hui, une belle émission bien remplie. On a évidemment nos 3 invités pour la grande entrevue qui vont nous parler de leur Kia EV9. Magnifique voiture de Kia. C'est quand même une assez grosse bagnole pour les gens qui ont des familles ou qui veulent un peu plus de place, là, qui veulent quelque chose d'un peu plus spacieux comme véhicule. Je pense que c'est un véhicule fort intéressant. Écoutez ça, vous allez avoir beaucoup d'informations. Puis c'est des gens qui l'utilisent, qui l'ont depuis peu et qui l'utilisent et qui ont déjà une belle analyse de ce véhicule-là, autant dans ses forces que dans ses faiblesses. On a notre ami Claude Gauthier qui va nous parler des courbes de recharge, bien comprendre les courbes de recharge au-delà des statistiques ou des données qui nous sont données par les manufacturiers de puissance maximale à laquelle un véhicule peut se charger, bien comprendre la courbe de recharge, c'est un élément très important parce que souvent, ça va nous donner plus d'informations sur la vitesse au final du véhicule que juste la pointe de puissance que peut atteindre le dit véhicule. On a également une chronique de Stéphane Levert qui va faire le tour de la question de la disparition pour certains manufacturiers du support à Apple CarPlay ou Android Auto. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Donc, ces entreprises-là, ces manufacturiers-là qui décident de ne
plus être compatible avec ces standards-là, ce qui fait que, bon, bien sûr, vous pouvez quand même faire fonctionner votre téléphone, l'avoir en main libre et tout ça, mais la connexion directe, accès à vos favoris dans votre téléphone, etc., ben, c'est plus aussi facile que ça l'était. Et bien souvent, c'est remplacé par un système que le manufacturier va mettre de l'avant, mais qui, dans bien des cas, va être payant moyennant des mensualités. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Donc, le tour du sujet, Stéphane Levert nous fait ça en détail dans quelques instants. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,9 million à Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de recharge publiques pour des contextes ou des projets pilotes bien particuliers. Premièrement, un projet qui vise une tarification modulée pour la recharge de nuit répondant aux besoins des résidents de quartiers denses n'ayant pas accès à la borne de recharge à domicile et un autre projet de borne de recharge pour les opérateurs de véhicules lourds situés près des parcs industriels, lieux où les premiers camions électriques et les exploitations de ces derniers sont attendues. Donc, ce projet pilote devrait faciliter l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie québécoise sur la recharge pour véhicules qui a été déposée dernièrement, qui vise les années 2023 à 2030, soit le déploiement de 110 000 bornes de véhicules de recharge publique niveau 2 et de 6 700 bornes de recharge publique sur l'horizon 2030. De bonnes nouvelles sur les voitures électriques de la part du groupe Synapse Energy Economics aux États-Unis et d'Indicata au Royaume-Uni. Dans une étude commandée par la Natural Resource Defense Council, une analyse de Synapse qui a révélé que la croissance rapide de l'adoption des véhicules électriques a soulevé la question de savoir comment les voitures électriques affectent les tarifs d'électricité payés par les ménages, y compris de ceux qui ne possèdent pas de voiture électrique. Pour répondre à la question, Synapse a comparé les revenus des services publics d'électricité provenant de la recharge des véhicules électriques avec le coût des services publics associés à la recharge, y compris les coûts de programme et des véhicules électriques par les services publics. Les résultats de l'analyse indiquent que depuis 2011, les véhicules électriques ont contribué beaucoup plus aux revenus des services publics qu'aux coûts de production. Pour cette raison, les voitures électriques ont contribué à exercer une pression à la baisse sur les tarifs. Cette analyse a été réalisée pour le compte de Natural Resource Defense Council, alors qu'il n'en déplaise à ceux qui prétendent qu'avec l'arrivée en masse des véhicules électriques, les tarifs d'électricité vont augmenter. Selon Bloomberg Energy Finance, la Chine dispose déjà d'une capacité de fabrication de batteries pour véhicules électriques suffisante pour l'approvisionnement et la production mondiale de véhicules. Selon les estimations de Bloomberg News Energy Finance, la demande mondiale des cellules de batterie pour les véhicules électriques et le stockage d'énergie s'élèverait à environ 950 gigawattheures en 2023, mais la capacité de fabrication totale était plus du double, soit environ 2600 gigawattheures. La production de batteries déclarée par la Chine pour 2023 était à elle seule proche de la demande mondiale réelle. Selon BNEF, toujours, qui note que les États-Unis, le Canada et l'Europe et l'Inde incitent désormais la production locale pour les batteries pour concurrencer la Chine, dis-je, ce qui accentue l'écart entre l'offre et la demande.
Selon une étude réalisée par Vidcentric, de nombreux véhicules électriques ont un coût de possession sur 5 ans inférieur à celui des modèles à combustion. Et là, on parle aux États-Unis, là où l'électricité est plus chère et l'essence moins chère. L'analyse de Vidcentric couvre les 8 facteurs, soit l'amortissement, les frais de taxes, le financement, le coût de carburant, l'assurance, l'entretien, le coût d'opportunité et les réparations. Elle suppose que les véhicules neufs roulent 25 000 km par an au cours des 5 premières années de possession. Bien qu'il ne soit pas parfait et déplaise à plusieurs, le budget 2024 du gouvernement libéral prévoit des milliards de dollars pour la transition vers le transport et une production d'électricité zéro émission. Les engagements de dépenses de 480,5 milliards de dollars comprennent 607 millions de dollars pour des remises à l'achat de véhicules zéro émission, un crédit d'impôt de 10 % pour soutenir l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques et un crédit d'impôt de 15 % pour stimuler les investisseurs dans les systèmes de production d'électricité à faible émission. De façon plus générale, le gouvernement utilise un crédit d'impôt pour appuyer un large éventail d'initiatives en faveur d'une économie propre. D'importants crédits d'impôt à l'investissement économique devraient attirer les investisseurs privés, stimuler l'économie canadienne et créer de nombreux emplois rémunérés en prévision de nouveaux projets d'envergure qui ont déjà été lancés à travers le pays. Le Canada est sur le point de conclure une entente avec Honda Motors qui permettrait à l'entreprise de construire des véhicules électriques et leurs composantes en Ontario, selon des personnes familières avec le dossier. L'entente qui devrait être annoncée d'ici une semaine ou deux implique un engagement de plusieurs milliards de dollars de la part de Honda pour de nouvelles installations de traitement des matériaux actifs de cathode, de fabrication de batteries et d'assemblage de véhicules alimentés par batterie, faisant du sud de l'Ontario une plaque tournante pour la fabrication de véhicules électriques de l'entreprise en Amérique du Nord. Le gouvernement canadien subventionnerait une partie du coût en capital. Flow, le fabricant canadien exploitant de réseau, a lancé une nouvelle borne de recharge domestique pour véhicules électriques. L'entreprise propose 3 versions de la nouvelle borne de recharge Flow Home, disponible avec un choix de connecteurs, soit le connecteur NACS, dont le code officiel est le J3400, ou encore le connecteur J1772, le connecteur normal qu'on est habitué de voir sur les bornes niveau 2 depuis toujours. La Flow Home X3 comprendra un boîtier thermoplastique de qualité industrielle et dispose d'une sortie de 50 ampères permettant 11,9 kW en courant alternatif. La Flow Home X6 est dotée d'un boîtier en aluminium robuste et d'un étui de câble amovible pour plus de flexibilité, tandis que la Flow Home X8 offre une puissance de sortie et une robustesse plus élevée pour les voitures avec plus grande batterie ou les camions haute performance. Elle aura donc 80 ampères, 19,2 kW et un étui extérieur amovible, évidemment. Les chargeurs Flow sont dotés d'un câble de 25 pieds et plusieurs options de câblage, de gestion de câbles et de piédestal. Des capteurs de chaleur intégrés dans le connecteur côté véhicule et la prise de logement aident à détecter les problèmes de surchauffe et la recharge intelligente via le Wi-Fi permet aux propriétaires de gérer l'accès via l'application Flow. Après avoir annoncé qu'elle délaissait la production d'une éventuelle voiture électrique plus abordable pour se concentrer sur les robotaxis, voilà que Tesla prévoit maintenant mettre en production de nouveaux modèles au second semestre de 2025, y compris cette future voiture plus abordable qui avait été annoncée comme ne faisant plus partie des cartons. Tesla affirme qu'elle construira des véhicules électriques plus abordables, peut-être dès 2025, réfutant le récent rapport selon lequel le PDG de Tesla, Elon Musk, avait annulé les plans d'un Model 2 en faveur du robotaxi. Mais Musk n'a pas précisé si le véhicule électrique à moindre coût sera un tout nouveau modèle pour Tesla ou une version simplifiée de ses véhicules actuels. Suite à un problème informatique survenu avec son serveur de site web, l'Association des véhicules électriques du Québec désire informer tous ses membres et tous ses supporters que pour une durée indéterminée et jusqu'à temps que le problème ne soit réglé, il est impossible pour l'association de publier les actualités ou tout autre élément issu du site web sur la plateforme Meta, donc principalement Facebook, etc. Donc, pour le moment, si vous voulez accéder aux actualités, aux nouvelles, nous vous incitons à aller directement sur le site web de l'AVEQ au www.aveq.ca et aller dans la section Actualités. Toutes les nouvelles que vous êtes habitués de lire s'y retrouvent en intégralité. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes.
Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Le sujet de ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler de Android Auto et de Apple CarPlay. Donc, ce sont deux technologies, évidemment, qui permettent de projeter le contenu de votre téléphone à l'interface multimédia de votre voiture. C'est une technologie qui sont présentes avec nous depuis 2015 à 2020 environ. Il y a eu une adoption massive par la quasi-totalité des manufacturiers jusqu'à devenir des options standards même dans les versions de base. Depuis 2020, on a même vu une évolution vers le sans-fil qui rend encore plus facile à utiliser ce genre de technologie-là au quotidien. Donc, la raison pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que, comme j'ai dit, c'est comme devenu une habitude de vie lorsqu'on conduit sa voiture, d'avoir maintenant que vous ayez un téléphone Android ou un téléphone Apple, d'avoir vos applications favorites, que ce soit de navigation ou de musique, par exemple, à l'écran de votre voiture. Donc, le pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que depuis l'an dernier, à l'annonce que GM a faite de plus supporter Android Auto et Apple CarPlay dans les prochaines générations de voitures électriques sur la plateforme Ultium. Donc, on peut penser au Blazer EV qui vient d'être lancé, le Equinox EV qui s'apprête à arriver et le Silverado EV pour nommer ceux-là. Donc, lorsque GM a fait cette annonce-là, il y a eu une levée de bouclier de beaucoup de gens qui, eux, ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils ont justement adopté ce mode de vie-là. Donc, eux, ils ont des craintes que par rapport à leur expérience de conduite, ça va être affecté négativement parce que les gens maintenant sont habitués d'avoir leur application de navigation, que ce soit Google Maps, Apple Plan, ou même des applications tiers comme le circuit électrique qui permet actuellement d'utiliser la navigation à même l'application du circuit électrique avec des fonctionnalités encore plus adaptées à la conduite d'un véhicule électrique, comme par exemple tenir compte de l'itinéraire pour planifier des arrêts de recharge à l'avance. Il y a même des véhicules dans les dernières années qui venaient même plus avec des systèmes de navigation intégrés comme la Chevrolet Bolt que j'ai moi-même possédé plusieurs années. Pour pouvoir faire de la navigation, je n'avais pas le choix d'utiliser mon téléphone pour avoir la navigation à l'écran. Je ne pouvais même pas me rabattre sur un système à même fourni avec le véhicule. Donc, en plus de pouvoir utiliser pour de la navigation, les gens aiment beaucoup cette fonction-là pour pouvoir utiliser leur application audio favorite. Avec l'avènement des Spotify, les Apple Music dans les dernières années, les gens ont directement leur application, reprennent la lecture de leur liste d'écoute favorite directement lorsqu'ils entrent dans l'auto. Ils n'ont pas besoin d'avoir une autre application à charger ou quoi que ce soit. Même chose pour les podcasts. Donc, vous reprenez l'écoute de votre épisode Silence on roule que vous aviez commencé à la maison. Vous entrez dans votre véhicule. La voix de Martin reprend exactement là où est-ce que ça avait arrêté. Donc, c'est l'intégration et la facilité d'écoute de ces applications-là rendait la vie très facile aux gens et c'est ce qui est apprécié. Alors, il est où l'intérêt des manufacturiers à ne pas continuer à offrir cette capacité-là que vous avez actuellement d'utiliser votre téléphone avec déjà un plan de données que vous avez sur vos téléphones, d'utiliser la navigation, les applications audio comme je viens de parler. Donc, quel est l'intérêt recherché des manufacturiers d'aller au-delà de ça et de vous offrir autre chose? Donc, évidemment, je viens de le dire, la majorité des gens, lorsqu'ils utilisent Apple CarPlay ou Android Auto, utilisent leur téléphone. Donc, c'est leur plan de données que vous avez déjà à main de votre téléphone. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter un service de plus pour que votre voiture soit connectée en permanence et pouvoir vous offrir quelque chose d'équivalent. Donc, c'est certain qu'à ce niveau-là,
les manufacturiers comme dans le cas qu'on a abordé, General Motors, eux vont pouvoir vous offrir un plan de données pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là. Et ça existe déjà. Les exemples que j'ai en tête, par exemple, Polestar avec la Polestar 2 a déjà le système embarqué Android Automotive qui permet exactement ce que GM s'apprête à vous offrir, c'est-à-dire d'avoir le système Google embarqué directement à même l'interface. Tesla est aussi un autre exemple de manufacturier qui n'offrait pas Android Auto et Apple CarPlay, ont toujours, eux, eu leur propre OS de système multimédia qui vous force actuellement d'acheter un abonnement si vous voulez avoir toute la connectivité à même la voiture, donc pouvoir utiliser la navigation avec l'affichage, par exemple, de la circulation, ou pouvoir utiliser des applications de multimédia comme Spotify ou Apple Music. Le plus grand défi, selon moi, sera pour les manufacturiers de démontrer aux utilisateurs que ce n'est pas parce que le téléphone ne projette plus à l'écran qu'il n'y a plus d'interaction possible entre le conducteur, le téléphone et la voiture. Parce que veut pas, on ne peut pas se sortir de la réalité que les gens, leur vie est dans leur téléphone et que le téléphone est quand même un lien, une interface entre le conducteur et la voiture. Donc, je vais vous donner des exemples personnels que moi, j'ai avec ma Tesla Model 3 que je possède depuis maintenant 4 ans. Donc, des fonctionnalités qu'on avait avant même l'avènement de Android Auto et de Apple CarPlay. Évidemment, on peut répondre à des appels téléphoniques depuis qu'on a du Bluetooth dans nos voitures. Ça a toujours été là et ça va continuer de l'être. Évidemment, on va pouvoir répondre au téléphone, même passer des appels téléphoniques avec la commande vocale, même répondre à des messages textes aussi et les écouter lorsqu'on nous en reçoit sans devoir, évidemment, enfreindre la loi puis ouvrir le téléphone et devoir texter au volant. On ne veut pas ça, évidemment, en plus d'être dangereux. Alors, si on revient aux fonctionnalités que les gens utilisent le plus avec Android Auto et Apple CarPlay, la navigation, par exemple. Donc, moi, lorsque je veux aller à une destination, au lieu de taper l'adresse à l'écran de ma voiture, qui est plus ou moins pratique, l'écran est grand, taper l'adresse, c'est beaucoup de mouvements de gestes de la main et tout ça. Donc, moi, tout ce que je préfère au lieu de faire, c'est de rechercher l'adresse sur mon téléphone, par exemple, dans Google Maps. Et il y a une fonctionnalité de pouvoir partager avec l'application Tesla. Ce que ça fait, c'est que ça vient envoyer l'adresse que j'ai recherchée à la voiture directement. Donc, je n'ai même pas besoin de taper l'adresse que je veux à l'écran de la voiture et la voiture va directement prendre la destination et me faire un trajet vers la destination, en plus de faire la planification de mes recharges. Donc, c'est là que l'intégration de la voiture devient un avantage. Donc, la voiture sait actuellement mon pourcentage de recharge restant, connaît la destination, est capable de faire un calcul si j'ai assez d'énergie pour me rendre à destination et de me planifier des arrêts de recharge directement dans la navigation de mon trajet sans même que j'ai à moi décider quels seront mes arrêts si ça s'applique. Même capacité d'utiliser la fonction partage si, par exemple, je suis en train de recharger à une borne rapide et que je veux regarder une vidéo YouTube sur l'écran de ma voiture, je suis capable de rechercher la vidéo en question sur mon téléphone, utiliser la fonction de partage avec l'application Tesla et la vidéo va se charger directement à l'écran de ma voiture. Finalement, pour les applications audio qu'on a parlé plus tôt, par exemple Spotify et Apple Music qui sont les plus populaires, donc il y a des applications natives que le manufacturier a rendues disponibles dans l'interface. Donc, en loguant notre compte Spotify ou Apple Music selon sur lequel vous êtes abonné, eh bien, vous allez avoir exactement les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire de reprendre des lectures, soit de votre musique ou de vos podcasts, directement lorsque vous allez embarquer dans votre voiture. Donc, c'est là que vos habitudes, que vous pensez que c'est Android Auto ou Apple CarPlay qui est strictement nécessaire ou absolument nécessaire, devrais-je dire, c'est plus exactement le cas. Donc, c'est sûr que ça demande une certaine adaptation, mais je ne pense pas que ça soit si impossible que ça
aux gens de s'y faire. Donc, c'est vraiment d'essayer d'avoir une espèce d'ouverture d'esprit puis d'essayer de voir comment que les manufacturiers sont capables, dans ce cas-ci, c'est Google avec GM, comment vous êtes capable de venir faire une réelle intégration quand même, une interaction, utiliser le téléphone quand même comme un outil d'interface entre le conducteur et l'expérience des personnes à l'intérieur de leur voiture. Et c'est ce qui met fin à ma chronique. Et d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, avec moi en studio, j'ai deux invités et à distance, un troisième invité pour parler avec moi de la Kia EV9. Donc, tout d'abord, à distance, on a Philippe Bellerive. Bonjour, Philippe. Bonjour, Martin. On a également Sébastien Robert. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Martin. Et Olivier Brisson. Bonjour, Olivier. Bonjour, Martin. 3 propriétaires de Kia EV9. Et ma première question, c'est tout simple. Est-ce que c'est votre première voiture électrique? Toi, Philippe, est-ce que c'est ta première? Non, en fait, j'ai été propriétaire d'une Nissan Leaf 2016, 30 kW en 2016. Je suis repassé à l'essence, puis là, c'est mon deuxième véhicule électrique, en fait. OK. Toi, Sébastien? Moi, c'est mon troisième véhicule. J'ai commencé en 2019 avec une Spark électrique. J'ai changé ma Spark l'année passée pour une Tesla Model 3. Puis là, on a changé la minivan pour la Kia EV9. Donc, tu as toujours la Tesla. Tu as une Tesla 3 puis une EV9. Parfait. Intéressant. On pourra peut-être faire des comparaisons. Et toi, Olivier? Moi, j'en ai eu quelques-uns. Je pense au total, j'en ai eu 7. C'est moi et ma conjointe, là, c'est pas moi tout seul. J'ai commencé avec le Soul électrique en 2016. Ensuite, j'ai eu un Tesla Model 3. J'ai eu une Volkswagen e-Golf. Ensuite, j'ai changé ma Tesla pour un modèle Y. Ensuite, j'ai eu un D4 que j'ai toujours comme ma conjointe a. J'ai eu un EV6 pendant un court moment. Et puis, j'ai le EV9 aujourd'hui. Bon, ben, s'il y en a un qui peut comparer, je pense que c'est toi, c'est intéressant. On va commencer à parler du EV9 comme tel. Donc, d'entrée de jeu, peut-être distinguer, il y a plus d'une mouture du véhicule. Les 3, vous avez le modèle d'entrée de gamme à propulsion, c'est bien ça? Exactement. Et Philippe, quelles sont les autres déclinaisons du véhicule? En fait, de base, il y a la version propulsion ou la version Land qui est all-wheel drive. Suite à cela, il y a 2 groupes d'options disponibles sur la version Land qui sont aussi all-wheel drive. La Premium qui est 10 000 $ de plus que la version Land et la version GT-Line qui est vraiment la version plus cossue qui est 14 000 $ de plus que la version Land de base. OK. Donc, on parle, c'est des groupes d'options là, qui... Effectivement. Ils font tous la même chose que le modèle de base, mais on ajoute des options. J'imagine les sièges, le système de son, des caméras 360, les toits ouvrants panoramiques, pas panoramiques, mais les toits ouvrants tout simplement. Vraiment, l'affichage tête haute sont vraiment plus équipés que les versions de base, qui sont de base très équipés. Là, dans la version de Wind de base à propulsion, j'ai les sièges ventilés, chose que j'étais surpris de voir quand j'ai pris possession du véhicule. Toi, tu as eu une Soul, hein, Olivier? Oui, j'ai une Soul électrique. Tu avais ça aussi, les sièges ventilés dedans. Je pense que c'est propre à cette ligne-là de véhicule d'avoir des sièges ventilés.
J'avais une question pour vous autres, puis je suis un peu pris au dépourvu parce que là, on a eu un propriétaire de EV6 et de EV9, mais vous allez comprendre ma question. Ma question, c'est pourquoi la EV9 et pas la EV6? Qu'est-ce qui fait que, parce qu'en termes de caractéristiques de véhicule, il y a beaucoup de similitudes entre les deux, qu'est-ce qui fait qu'on va sur la EV9 plutôt que la EV6, Sébastien? Pour nous, c'est assez simple. On a 5 enfants, fait qu'il fallait absolument 7 sièges. On n'avait pas le choix. Parce qu'on occupe la totalité des sièges. Là, donc, c'est une question d'espace essentiellement? Oui, c'est ça. On aurait préféré une minivan électrique, mais ça fait depuis 2019 qu'on l'attend et elle n'est toujours pas arrivée. Et toi, de ton côté, Olivier? Un petit peu la même chose que Sébastien. Dans le fond, c'était vraiment l'espace qu'on voulait avoir supplémentaire. J'avais déjà eu un VUS intermédiaire dans le passé à essence. Et puis, j'avais bien aimé ça. Mais vu que ça n'en faisait pas dans l'électrique, j'avais passé à autre chose. Mais quand le V9 est arrivé, j'ai eu l'occasion de revenir avec un. Puis pourquoi tu as eu le V6 avant? À vrai dire, j'avais fait une commande pour changer le e-Golf à ma conjointe. J'avais réservé à 2 véhicules différents, la ID4 et la EV6. Et puis, c'est la ID4 qui est arrivée en premier. Puis quand la ID4 est arrivée, dans le fond, j'ai quand même gardé le dépôt du EV6. J'ai dit, on verra, voir qui va m'appeler. Quand il va m'appeler, voir si je vais prendre le véhicule ou non. Puis quand ils m'ont appelé, quelques mois plus tard, j'ai décidé de changer mon modèle Y pour bien tester la EV6. Je me suis dit qu'on va garder, mais que la EV9 arrive, on va avoir le temps d'essayer en masse les 2 véhicules, puis on va garder lui qu'on préfère le plus. OK. Je vais quand même te poser la question, Philippe. J'imagine que la réponse est similaire. C'est une question d'espace ou tu avais d'autres raisons, toi, d'aller vers le EV9 plutôt que le EV6? Ou... Question d'espace. On a un chalet dans le coin de la Tuque, donc ça prenait quelque chose de gros pour trimballer la famille, mes 2 enfants, le chien, le stock, pour pouvoir tirer aussi, donc le remorquer en fait. Là. Donc, je suis parti d'un Pathfinder. Je ne voulais pas vraiment avoir plus petit que ça. J'étais habitué vraiment à ce format de véhicule intermédiaire-là. Donc, le EV9, c'était juste parfait pour moi. Allons-y maintenant avec vos premières impressions. Allons-y de l'aspect conduite. Là. Donc, l'agrément de conduite. Je vais aller avec toi, Sébastien, pour commencer. Comment ça se passe conduire cette voiture-là? Ça se passe assez bien. Tu as un peu l'impression de conduire un char d'assaut. Là. Ça reste un SUV. Là. C'est très haut sur pattes. Le premier constat que j'ai eu en rentrant dans le véhicule, c'est qu'il y a des boutons partout. Je les ai comptés avant d'arriver ici. Là. Il y en a à peu près une quarantaine. Il y en a à peu près 16. Pour quelqu'un comme toi qui a une Tesla, ça doit être un choc culturel. Oui, assez troublant. Là. Puis on passe d'une Sienna 2011 où il y avait encore le lecteur CD. Là, fait que c'est sûr que c'est un choc assez énorme. Mais sinon, la conduite va très bien. Beaucoup d'assistance à la conduite, maintien de voie, tout ça. C'est des ajustements de conduite. Là. Il a fallu s'habituer, mais vraiment, c'est assez agréable. Tu as l'impression d'être dans un salon. Là. On n'a peut-être pas eu l'hiver le plus délinquant pour tester. Puis vos véhicules, vous les avez tous eus là, dans le temps des fêtes, là, décembre, janvier. Mais quand même, un chalet à la Tuque, Philippe, j'imagine que tu l'as utilisé, ton véhicule. Comment c'est ça? Est-ce que tu as apprécié le type de véhicule pour faire cette route-là, si tu le compares avec ton Pathfinder ou les autres véhicules que tu as eus avant? J'ai pas pu aller dans mon chalet cet hiver parce que c'est pas déneigé, mais j'ai pu faire la route entre Trois-Rivières et Québec, aller-retour. Et sur une charge à 120 km/h, j'aurais pas eu de misère à faire l'aller-retour sans même charger. Écoute, j'ai quand même été impressionné du confort, du roulement, l'insonorisation, mais aussi de l'autonomie là, que j'avais là, avec environ une moyenne de 25 à 26 kWh au 100 km à 120 km/h. Sur une voiture de c'est pas la voiture la plus aérodynamique. Hein? Est comparable à une EV6. Le coefficient de traînée est comparable à la EV6 qui est Ioniq 5, ce qui est quand même impressionnant pour un véhicule de cette taille-là. Oui, tout à fait. Fait que j'ai vraiment été impressionné par le véhicule pour sur la longue route, en fait. Là. OK. Bien, je vais ouvrir, je voulais en parler plus tard, mais on est là, fait qu'on va le faire tout de suite. Parlons-en de cette autonomie-là. Tu nous as parlé de consommation, donc en kilowattheure au 100 km. Donc, vous l'avez eu au mois de décembre, janvier. Vous ne l'avez pas encore testé
par 24-25 degrés, ça viendra, là, ça s'en vient, même si on se fie à ce qu'on voit dehors actuellement. Mais qu'est-ce que vous avez en termes, sachant que c'est un hiver doux quand même, qu'est-ce que vous avez eu comme autonomie, là, la voiture bien pleine, là, ça ressemble à quoi, mettons, à une température qui avoisine les 0 degrés comme on a actuellement? Toi, c'est... moi, depuis je l'ai, ça fait environ 2000 km, 2500 que je fais avec, j'ai une moyenne d'environ entre 24 et 25 kWh au 100 km. En termes d'autonomie? Je peux faire un calcul entre 400 et 450 présentement. Là. Fait que cet été, je me fais un peu à la EV6. Dans le fond, il y avait une autonomie annoncée aux alentours de proche de 500. Et puis l'été, j'étais capable de faire plus que ce qui était annoncé. Là. Fait que je m'attends qu'avec le Kia V9, ça va être un petit peu la même chose. Là. Est-ce que tu as la même chose? Ici, c'est pas mal la même affaire. Je dirais que le plus bas qu'on a été, c'est 425 d'autonomie. Là, on est autour de 450, 470, là, peut-être. C'est quand même excellent hein, pour une voiture et de cette taille-là et de... on est loin des... Qui a une Spark? C'est toi qui as une Spark? On est loin de la Spark, là. Ah ouais, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a aucune anxiété de range. Là. Tout à fait. Écoutez, j'aimerais ça qu'on parle de la technologie embarquée dans le véhicule. Donc, par technologie embarquée, autant au niveau de l'infodivertissement, GPS, les fonctionnalités comme... Apple CarPlay ou Android Auto, tous les gadgets là, qui se contrôlent par la multitude de boutons que vous m'avez décrit tantôt. Vos impressions de cette technologie-là, elle est fiable, elle est, comme on dit en anglais, responsive, là, c'est-à-dire c'est pas trop lent, les menus. Est-ce qu'il faut aller dans le 8e sous-menu pour mettre une fonctionnalité de base ou c'est... Avec le nombre de boutons, j'imagine qu'il doit y avoir des accès directs un peu. Là. Je vais y aller avec toi en premier. Moi, généralement, ça va super bien. C'est plutôt rapide. Si on compare avec la ID4, mettons qu'il y a un petit peu ce problème-là, qui lag un petit peu. Non, ça répond super bien. Le système de son il est correct aussi, sans plus, mais il est quand même bien. Moi, j'ai pas grand-chose de négatif à dire là, par rapport à ça. Android Auto, Apple CarPlay fonctionne bien. C'est sans fil. L'avantage avec le V6 qui était avec fil. Il y a des affaires que j'aimais pas sur le V6 qui ont corrigé, on dirait, sur le V9. C'est plus par rapport, mettons, le bouton pour mettre le chauffage et le volume dans le V6, c'est un peu comme le même. Fait que des fois, on se trompait entre les deux boutons. Mais là, ils ont vraiment arrangé ça. Tu veux monter le chauffage, tu augmentes le son, c'est ça, tu réveilles les enfants. Ça va là, ils ont réglé ce problème-là. Puis aussi, une affaire que j'aimais pas sur le V6, c'est que le volant se trouvait à aller un petit peu, tout dépendant de ta position de conduite, à aller devant l'écran qui était en face de nous. Fait qu'on ça cachait un petit peu l'écran. Dépendant comment l'angle. Mais là, le volant du Kia V9 est comme un peu plus... Il n'est pas rond, il est comme un petit peu pas carré. Là. Fait que ça vient découvrir l'écran qui est devant nous. Là. On voit mieux. Ouais. Toi, Philippe, la technologie embarquée, parle-moi-en un peu. C'est sûr, certain que c'est pas les technologies comme qu'on connaît chez Tesla, mais je suis grandement impressionné parce que pour la première fois, Kia ont envoyé des mises à jour over the air qu'on appelle, des mises à jour sans fil, ce qui fait en sorte qu'on n'est plus obligé d'aller chez le concessionnaire. Fait que déjà là, je suis impressionné parce qu'il y a pas mal juste Ford et Tesla à date qui font ça. C'est leur premier modèle qui font ça, puis à date, c'est bien réussi. On a eu 2 mises à jour en début d'année par rapport au système de rechargement sans fil du téléphone, puis on en a eu un deuxième concernant le système de chargement embarqué, et puis ça se fait très bien, ça se 10 minutes, c'est fait. On peut même choisir le moment où est-ce que ça va s'installer. Sur un téléphone, on reçoit une notification comme de quoi les mises à jour ont été installées. C'est vraiment magique. Et aussi, c'est pas tous les véhicules électriques qui sont munis de ça. On appelle ça le V2L, le véhicule to load. En fait, récemment, ce week-end dernier, en Mauricie, on a eu beaucoup de pannes de courant. On a été plus de 24 heures sans courant ici. Et puis, ça a été très pratique de brancher sur le EV9 avec le V2L, tous nos appareils électroniques et aussi frigidaires et congélateurs pour pouvoir conserver la nourriture. C'était vraiment important. Puis, ça a été vraiment apprécié, cette technologie-là qui n'est pas sur tous les véhicules, en fait. Là. OK, excellent. Globalement, moi aussi, j'apprécie beaucoup la technologie embarquée, tout ça. J'ai quand même quelques petites critiques, notamment il y a le choix des utilisateurs qui se fait avec l'empreinte digitale qui marche plus ou moins, surtout quand le véhicule est froid, c'est comme si le lecteur devient... Il y a de la buée dessus. Oui, c'est ça, là, ça marche pas. Puis l'application a encore un peu, comparé à l'application Tesla. Je voulais vous en parler, parce que les applications mobiles pour les véhicules électriques, c'est quelque chose qui est important
et qui est dans la grande majorité des cas, là, à part Tesla, pas tellement réussi d'habitude. Est-ce qu'on est encore dans la même application qu'on avait avec la Soul puis tout ça, ou on est vraiment dans une autre application? Ça marche quand même bien, mais c'est un seul utilisateur par véhicule, ce qui fait que, par exemple, avec la Tesla, ben, si moi j'approche du véhicule, il me reconnaît parce que j'ai mon téléphone, tout ça, même chose pour ma conjointe, sauf que là, on a le même utilisateur, donc il faut mettre l'empreinte digitale après. Ce genre de petit truc-là est un peu gossant. Rentrer dans l'application aussi, s'enregistrer, il a fallu que j'appelle le service à la clientèle pour qu'il m'approuve ou quelque chose comme ça. Donc ça a été des petits malus, mais sinon, elle fonctionne très bien. Là, Olivier, moi j'avais misère avec l'application. J'avais le EV6, puis quand j'ai fait le switch de véhicule, on dirait que il n'a pas aimé ça. Ouais, on dirait qu'il n'a pas aimé ça. Puis je suis toujours pas capable, dans le fond, de démarrer à distance mon véhicule. Là. Cette fonctionnalité-là ne fonctionne pas pour l'instant. J'ai appelé 4-5 fois. Et puis, ils n'ont toujours pas réglé le problème. Je vais essayer de rappeler éventuellement, là, mais j'espère éventuellement pouvoir utiliser cette fonction-là. Là. Philippe, est-ce que tu as un peu la même expérience avec l'application, toi? Qu'est-ce que ça a de l'air? Oui, en fait, quand je l'ai eu en décembre, le véhicule, ça a pris à peu près 3-4 jours avant que ça fonctionne. Ça fonctionnait super bien. Et le 26 janvier, grosse panne depuis. Ils ont fait une mise à jour de leur application sur Apple. Et pendant presque un mois, pas capable d'utiliser l'application. Plusieurs se plaignaient que ça ne fonctionnait pas. Certains même clients disent « J'ai une Kia EV6. C'est la même application qu'ils utilisent pour la Kia EV9 et je n'étais pas capable de partir à distance mon EV9, mais mon EV6, oui. » Donc, on voit qu'on est quand même un peu en début de livraison. On dirait qu'il s'ajuste avec le temps. Mais je pense qu'on est comme un peu des cobayes là-dedans, comme je pourrais dire un peu. On a quelques problèmes encore. Ça semble se régler, mais c'est pas assez vite, là, comme qu'on voudrait dire. Ouais. Écoutez, il nous reste à peu près 5 minutes, puis j'ai plein de questions à vous poser. C'est super intéressant. On va aller sur, évidemment, un élément qui est hyper important avec les voitures Kia et Hyundai, c'est la vitesse de recharge rapide. On sait que c'est un véhicule qui est sur une infrastructure à 800 volts, donc qui, avec plus de facilité, accepte des très grandes puissances de recharge. On est conscient que c'était l'hiver encore là, mais c'est un véhicule qui a une fonctionnalité de préconditionnement de la batterie, donc pour aider ce qui n'est pas le cas de tous les véhicules, soit dit en passant, ça permet d'amener la batterie à une température de recharge plus optimale, donc d'accélérer, d'améliorer les performances. J'ai envie de vous entendre sur votre expérience pour ceux qui ont eu la chance, parce qu'avec le nombre de kilomètres que vous avez, vous ne devez pas avoir besoin de vous charger sur une borne rapide très, très souvent. Hein? C'est plate, tu achètes une voiture qui est super performante, mais il y a tellement d'autonomie qu'on ne l'utilise pas souvent, la borne de recharge rapide. Regarde, je vais aller directement avec toi, Philippe. Est-ce que tu l'as essayé? Puis si oui, quelle performance as-tu obtenue? Je ne l'ai pas essayé malheureusement, mais je connais quelqu'un qui l'a essayé et qui a eu pas loin de 300 kilowatts en préconditionnement avant là, de vitesse. Et la vitesse semble diminuer autour de 80%, là, mais quand même pas loin du 300 kW, c'est quand même impressionnant comme capacité tout à fait. De recharge. Vous, messieurs, vous m'aviez dit que vous ne l'aviez pas utilisé bien gros. Moi, j'ai utilisé une reprise, dans le fond, sur une borne de 150 kW. Et puis, en réchauffant la batterie dans le fond d'avance, j'ai atteint le 145 kW là, sans problème. Là. Donc, tu étais presque à la limite de la borne, puis tu as tenu ça jusqu'à 80-90. J'ai resté environ une vingtaine de minutes, là, mais oui, ça a resté pendant toute la 20 minutes. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, ceux pour qui la vitesse de recharge est un enjeu, je pense par exemple aux gens qui travaillent sur la route, les chauffeurs de taxi, des trucs comme ça. Puis c'est un beau format aussi pour des gens qui ont des taxis. Hein. Il y a de l'espace là-dedans, tu transportes des gens. Là. C'est vraiment un véhicule à considérer, ne serait-ce que pour cet aspect-là de recharge. Quand le temps, c'est de l'argent, quand tu n'es pas longtemps sur la borne, bien évidemment, c'est intéressant pour le travail. Parlons également de votre expérience avec le manufacturier Kia. Donc, comment la prise de commande, la prise de possession du véhicule, possiblement après coup du service, si vous avez eu des questions. Comment ça s'est passé de votre côté? J'entends une chose et son contraire. Je vais aller avec toi. De mon côté, ça a très bien été. J'avais fait affaire avec eux autres pour me préinscrire là, l'été dernier là, pour réserver ici à Sainte-Julie. Puis le service a vraiment bien été. Ils ont fait un follow-up aussi. Le véhicule était parfait au moment où je l'ai pris
j'ai pris possession. Donc, j'ai vraiment rien à redire là, sur le service. Puis les gens avec qui tu as transigé semblaient connaître le véhicule ou tu le connaissais plus qu'eux autres ensemble? Là-dessus, je le connaissais clairement plus qu'eux autres. Puis, il me l'avouait candidement. Là. Il était comme, on n'a pas le temps de regarder le véhicule, on l'a, puis il part. Ouais, non. Là-dessus, il faut leur donner raison, par exemple. Là, ça moisit pas longtemps dans les showrooms. Les véhicules. Toi, de ton côté, comment ça s'est passé, ton expérience? Ça s'est bien passé aussi. C'est le deuxième Kia que tu as acheté. Le troisième, même. Oui, le troisième, le premier en 2016. Mais oui, ça s'est bien passé. Puis un peu comme Sébastien, dans le fond, ils m'ont pas vraiment expliqué, mais j'avais déjà une bonne expérience côté connaissance véhicule électrique, puis j'avais regardé avant aussi. Fait que non, ça s'est bien passé. Par contre, côté service, en dépanner l'application, ça, c'est un peu plus long. Ouais, ça, c'est une autre histoire, mais on fait affaire avec Kia Connect là, par téléphone. Puis des fois, c'est difficile d'avoir du service en français aussi. Là, c'est plus en anglais. Je te rassure tout de suite, pour plusieurs autres marques, dès qu'on touche à l'application, c'est un autre gang et ça devient plus compliqué, à la fois de se faire servir en français et à la fois d'avoir des réponses cohérentes. Là. Ils ont toute l'impression ils nous répètent toujours la même affaire, il faut vous créer. Non, mais il est créé, mon usager. Ouais, mais ça c'est fait, ça aussi. T'sais. Comme si on n'avait pas fait les étapes préalables. Si on vous appelle, c'est parce qu'on a fait la base puis ça ne marche plus. Là, mais bon, toi, de ton côté, Philippe, comment ça s'est passé avec Kia? Ça s'est super bien passé. Comme mentionné tantôt Sébastien, il y avait des réservations en ligne. Je faisais partie des 500 premiers qui prenaient possession. Rendu chez le concessionnaire voulait tout faire pour le garder dans le showroom. Puis, aussitôt que je découvrais des fonctions ou quoi que ce soit, il était vraiment intéressé à savoir comment ça allait. Il m'appelait pour avoir des nouvelles. Quand je passais dans le coin, il me disait hey, « Philippe, est-ce que tu peux passer pour le montrer? » C'est vraiment une belle collaboration avec l'équipe du Kia où j'ai fait affaire. Puis, par contre, le seul bémol, c'est que justement, c'est tellement un véhicule nouveau. Ils ne le connaissent pas. Les récentes mises à jour, over the air, ils ne sont pas trop au courant comment ça fonctionne. On est un peu leur cobaye parce que, comme je vous dis, c'est tout nouveau pour eux. Là, donc, ils sont vraiment intéressés à savoir comment ça se passe, c'est quoi l'expérience, ils m'ont même demandé est-ce que tu as eu des problèmes quelconques avec le véhicule à date. Ils ont quand même fait un très bon suivi. Là. Une petite question à 100$. Y a-tu un wiper en arrière, cette auto-là? Ça a l'air que ça, hein? C'est l'élément caché. Il est caché. Il y en a un. Ah, bon. Hey, le temps file énormément. J'ai avec une dernière question en rafale, à tour de rôle, puis on va commencer avec Olivier. Un point fort et un point faible de ce véhicule-là. Le point fort, je dirais la polyvalence est confortable aussi. C'est un véhicule très confortable. C'est sûr que ce n'est pas un véhicule sportif non plus. Là. Je suis habitué un peu avec les Tesla. On n'est pas là. Mais c'est vraiment un très bon véhicule. Et puis, au niveau je dirais l'application, là, je suis pas mal rendu là. J'ai pas grand-chose à dire de négatif sur le véhicule en soi. Correct, on n'inventera pas des points négatifs. C'est l'application qui me donne plus de troubles, je dirais, là, mais le reste, ça répond vraiment à mes besoins. C'est ce que Sébastien? C'est un très bon véhicule familial. Vraiment, c'est ça, un salon sur roue. Là. Le seul bémol, c'est l'espace. Moi, j'avais une minivan avant. C'est sûr que là, on est plus serré. Il y a moins de coffres. Par contre, ça peut tirer. Donc, on va pouvoir avoir un porte-charge là, éventuellement. Là. OK. Et finalement, Philippe? Oui, en fait, moi, là, le point positif, là, c'est le style avant-gardiste. J'aime ça pas passer inaperçu. Fait que à chaque fois que je vais à quelque part, tout le monde fait comme « Wow, il est vraiment beau! » C'est vraiment... On l'aime ou on l'aime pas. Puis moi, dans mon cas, je l'adore. Le visuel, le véhicule, c'est vraiment, un game changer, comme on pourrait dire dans l'industrie du VE. C'est vraiment là, mon point fort du véhicule, en plus de tous les points qu'on a dit précédemment, au niveau de l'autonomie, au niveau du confort de roulement, etc. Au niveau du point faible, moi, c'est peut-être un peu... C'est un peu loufoque, mais c'est la console centrale entre les deux occupants avant. Je trouve que c'est très peu ergonomique. Il y a 2 cup holders, il y a 2 où on peut mettre nos tasses, nos verres, nos bouteilles d'eau ou quoi que ce soit. Puis il y en a juste un d'utilisable sur 2 parce que le deuxième est juste trop gros pour que ça fitte. L'espace, vraiment, là, on peut quasiment rien ranger à l'intérieur. C'est vraiment pas bien pensé là, à ce niveau-là. C'est vraiment mon seul point négatif qui me chicote, mais sinon, je l'adore. Écoute, quand le point faible d'un véhicule, c'est le cup holder, je pense que on peut quand même donner un thumbs up à l'équipe d'ingénierie. Essayer de trouver des points négatifs, ça en est un. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur le véhicule, un point important, Philippe, tu t'occupes d'une page Facebook qui est dédiée à la Kia EV9. Peut-être nous en parler un peu, comment ça s'appelle?
Ça s'appelle Kia EV9 au Québec. On est une belle gang. On est jusqu'à tout récemment, on a eu 3000 membres et ça continue d'augmenter à chaque jour. C'est une page d'information, de partage de connaissances. Les gens veulent en savoir plus sur le véhicule, sur les délais. Donc, vraiment, là, c'est vraiment une mine d'informations pour en savoir plus parce que souvent, les concessionnaires en savent très peu sur le véhicule. Puis même en ligne, on regarde, on voudrait avoir des informations sur le véhicule, puis on voudrait parler aussi à des gens qui ont le véhicule pour voir leurs impressions. Donc, c'est vraiment une belle page à aller consulter. Tout à fait. Et puis, nous, de notre côté, on va mettre le lien directement vers la page Kia EV9 au Québec, c'est ça? Oui, au Québec. On va mettre le lien directement dans les références du podcast, donc les gens pourront y accéder. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence à Silence on roule aujourd'hui. Oui, merci. Merci à toi, beaucoup. Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Les Réflexions branchées est une présentation du groupe Énergie Canada, votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le energygroupcanada.com ou appelez-nous au 1-877-755-5551. Les Réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle chronique cette semaine. Donc, de quoi je voulais vous parler? Quelque chose qui n'est peut-être pas connu et compris des propriétaires de véhicules électriques et fort probablement moins des gens qui n'en ont pas. Tout ça est par rapport à une information personnelle là, que j'ai trouvée. C'est que ma femme a décidé, après un certain nombre d'années, d'aller vers le véhicule électrique, donc de changer son véhicule à essence. Et donc, on a regardé un peu les critères, qu'est-ce qu'elle voulait. Donc, dans les véhicules là, qu'elle regardait, on regardait l'autonomie, bien sûr, on regarde le prix. Elle préfère avoir un VUS, donc on a regardé ça aussi. Un véhicule qui avait quand même une bonne autonomie. On habite dans le nord du Lac-Saint-Jean. Notre fille s'en va à Québec à l'université. Donc, elle me dit qu'elle veut quand même pouvoir prendre son véhicule 12 mois par année sans avoir à, je dirais, se casser la tête pour dire, combien de temps je vais arrêter dans les bornes de recharge pour me brancher si j'en ai besoin, tout ça. Donc, Donc, on a commencé à regarder un peu différents véhicules, donc les VUS avec un prix qui avoisinait là, entre les 50 et 60 000 $. Donc, on compte avec la subvention, bien sûr, qui va être malheureusement échue en décembre 2024. Donc, on a regardé différents véhicules. C'est là que j'ai commencé à vérifier, tel véhicule avec telle capacité de recharge. Et il y a un site, donc le site qui est EV Database, donc vous pourrez aller voir sur Internet,
qui, lui, en plus des vitesses de recharge maximale, donc on parle, admettons, d'un véhicule qui aurait une recharge maximale sur une BRCC de 150 kW, par rapport à un autre véhicule qui avait pratiquement la même capacité, et eux ajoutent ce qu'on appelle la courbe de recharge. Donc, c'est quoi la courbe de recharge? Je vous donne un exemple. Mon véhicule, qui est une Hyundai Ioniq 6, lorsque je l'ai branché début novembre sur une borne de 180 kW, donc débuté, j'étais alors à 13%, donc aux environs de 135 kW. Ça a grimpé vers 150 kW pratiquement, je vous dirais, dans les 5 minutes suivantes. Tout à coup, j'ai vu apparaître 178 kW. Ça a duré, je vous dirais, une dizaine de minutes. Et le reste de la recharge, donc c'est ça qui est très important, c'est que le reste de la recharge, allé jusqu'à 80%, n'a jamais baissé plus bas que 156 kW. Donc, si vous regardez ça, donc imaginez la courbe de recharge, ça donne une courbe qui est pratiquement linéaire. Donc, on est parti de 125 à 150, ensuite à 178, et un peu plus tard, on est redescendu à 150, mais c'est resté comme ça jusqu'à 80%. L'été dernier aussi, alors qu'on était en vacances en Gaspésie, je me suis rechargé sur une borne de 100 kW. Je ne me rappelle plus exactement à quel pourcentage de batterie j'étais. J'étais un petit peu plus haut que le 13%, aux environs de 25-30%. Et la recharge a débuté très près des 90 kW. Elle a grimpé jusqu'à 94 et n'a jamais descendu plus bas que ça, jusqu'à 80%. Donc, un véhicule, si je compare un véhicule A avec le véhicule B, qui, même s'il y avait une vitesse de recharge, mettons, plus grande, mais qu'au bout d'un certain temps, donc on va parler de 50 ou 60%, la vitesse de recharge baisse considérablement. Vous comprendrez que le temps de recharge du même véhicule peut être plus long, même s'il a une capacité de recharge plus grande qu'un autre. Donc, quand on compare deux véhicules, il faut aussi aller vérifier ça, parce que les paramètres qui sont inscrits dans le BMS, là, donc qui est le Battery Management System, qui va gérer les recharges du véhicule, va faire qu'un véhicule, même s'il a une capacité plus basse, peut vous donner une vitesse de recharge, on va dire, une vitesse de recharge totale plus grande. Là. Donc là, c'est ça. Donc, les véhicules que je regardais, un véhicule qui a justement un max de DC de 150 kW, on parle d'environ 785 km/h qui est ajouté. Donc, toutes choses étant égales, là, bien sûr. Et lorsque je le compare avec un autre véhicule qui a exactement la même capacité, donc encore 150 kW, et là, on parle... en plus, c'est un véhicule là, qui n'a pas de préconditionnement de la batterie. Donc, un maximum de 510 km/h qui a été ajouté. Donc, vous voyez que la différence, elle est quand même considérable. On parle de près de 800 km que je suis capable d'ajouter dans environ 1 heure par rapport à 500. Donc, le temps de recharge peut faire que, exemple, sur mon premier exemple, pour ma Ioniq 6, on parle de 13 à 80% qui s'est effectué en exactement 23 minutes. La même quantité d'énergie aurait été mise dans un autre véhicule qui aurait une courbe de recharge plus basse et peut-être que la recharge aurait duré jusqu'à 35 ou 40 minutes. Donc, c'est quand même un élément important à vérifier lorsqu'on fait l'achat d'un véhicule électrique. Donc, sur ce, bonne semaine à tous. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée.
Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fiz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fiz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info@fiz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge au Salon Énergie et Environnement du Lac-Mégantic. C'est le 4 mai de 10h à 16h au Centre sportif Mégantic sur la rue Papineau. L'AVEC se recharge à l'École Henri Bourassa et Soleil de l'Aube, c'est le 9 mai 2024 de 16h à 19h à l'École Henri Bourassa et Soleil de l'Aube au 283 boulevard Iberville à Repentigny. L'AVEC se recharge à la Journée de l'environnement de Joliette, c'est le 11 mai 2024 de 10h à 16h, c'est au Parc de la Place Bourget, 31 place Bourget-Nord à Joliette. L'AVEC se recharge ensuite au Prévost Rendez-vous environnemental le 18 mai de 9h à 13h à l'école Val-des-Monts. Et ensuite, il y aura le test des bornes sur rue niveau 2 de plusieurs municipalités du Québec. C'est du 18 au 20 mai 2024 dans plusieurs villes. Pour plus d'informations, tout se trouve sur le site de l'AVEC dans la section du calendrier. L'AVEC se recharge à la Journée de l'environnement de Boucherville. C'est le 1er juin 2024 de 9h30 à 15h30 au Centre multifonctionnel Francine Gadebois sur la rue Lionel-Daunet à Boucherville. Et finalement, il y aura une conférence privée au Centre d'inspiration Kia. C'est le 5 juin 2024 de 18h à 20h à Québec, évidemment. Merci beaucoup et bonne semaine. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs aujourd'hui, c'est-à-dire Claude Gauthier, Stéphane Levert, Philippe Bellerive, Olivier Brisson, ainsi que Sébastien Robert. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert, nos chroniqueurs, Daniel Rochefort, Cédric Ingrand, Sébastien Côté, Philippe Corbeil, Laurent Gigon, Claude Gauthier, ainsi que Stéphane Levert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios Basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro-Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Fiz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Équiterre, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés et les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Et vous avez accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.